Chers auditeurs, bonjour et merci d'être fidèles à Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits et donc pour nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association. Pour faire ce don, vous pouvez cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast et en faisant un don, vous recevrez un abonnement à notre magazine Histoire et Civilisation. D'avance, merci. Alors, vision idéalisée d'un peuple franc puissant et valeureux, capable de bâtir, d'étendre les limites du royaume, ou au contraire, peuple dont nous tiendrions nos coutumes les plus basses, il reste encore aujourd'hui dans l'imaginaire des Français de nombreuses idées reçues sur la période mérovingienne, sans pour autant que l'étude historique de cette période suscite un surcroît d'intérêt. Il s'agit pourtant d'une période de construction qui fait suite à la dislocation de l'Empire romain, et qui a laissé de nombreuses traces dans notre patrimoine culturel, à la fois matériel et immatériel. Alors comment lire cet héritage et ne pas tomber dans la confusion, comme cela a pu arriver à un écolier qui n'avait ni appris sa leçon, ni cassé le vase de Soissons? C'est ce que nous allons voir avec Michel Fauquier. Michel Fauquier, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes historien médiéviste, chercheur... Antiquisant. Ça fait partie de ces curiosités, c'est-à-dire que je regarde l'histoire que les médiévistes appellent du Haut Moyen-Âge comme étant en fait l'Antiquité tardive. Ceci va expliquer beaucoup, j'imagine, de notre entretien. Oui, et ça va se retrouver dans notre discussion. Je ne suis pas assez compétent pour être médiéviste. Alors, vous êtes l'auteur d'une thèse sur la sainteté, justement, à la fin de l'Antiquité. Et vous venez de publier cet ouvrage, « Ce que nous devons aux Mérovingiens », aux éditions Armand Collin. Alors, tout d'abord, d'où nous vient justement cette représentation du Gaulois barbare, rustre et peu civilisé? Alors, les Mérovingiens ne sont pas des Gaulois, mais disons que c'est un débat qui a duré pratiquement jusqu'à l'orée de notre temps, qui a posé la question de savoir de qui nous serions les héritiers. Vous savez qu'un des mantras de l'école de la Troisième République, c'était de nous dire que nous étions les descendants des Gaulois. Mais en fait, c'était l'objet d'un débat qui remontait à assez loin, qui, un siècle avant, disons, nous sommes à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, avait suscité la question de savoir quelle était véritablement la composition du peuple français. Et un certain Boulainvilliers, un juriste, a tenté de défendre, pour des raisons qui étaient liées au corps auquel il appartenait, à savoir le second ordre, la noblesse, défendre l'idée que la noblesse serait l'héritière des Francs et que la masse du peuple aurait pour ascendant les Gaulois. Et à partir de ce fond, qu'il avait coagulé par rapport à un débat qui remontait à fort loin, il a ouvert un autre débat auquel un certain Abbé Sieyès a répondu avec beaucoup d'ironie dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-État ?», donc à la veille de la Révolution française. Et il lui a dit, écoutez, si vous autres, les nobles, vous prétendez descendre des Francs, je vous rappelle d'abord que les Francs nous ont envahis. Deuxièmement, que le peuple gaulois était un peuple autochtone. Et donc que vous avez asservi un peuple autochtone. Eh bien, si vous êtes si fiers de vos origines, vu que vous prétendez descendre des Francs, retournez donc dans vos forêts de Franconie. Voilà. Donc voilà un peu comment le débat s'est figé. Dans cette affaire-là, ce qui est absolument absent, c'est l'histoire. On est dans l'ordre du point de vue. Les uns se battent à coups de Gaulois, les autres à coups de Francs. Et en fonction des moments, eh bien, on choisit, ou de son origine, ou de son propos politique, on choisit soit l'un, soit l'autre. Et au fond, vous voyez bien qu'au XIXe siècle, ça va se marier aussi avec le fait que nous entrons en guerre avec l'Allemagne, guerre que nous perdons une première fois en 1870, guerre qui s'avance une nouvelle fois en 1914. Et là, bon, les Francs commencent à devenir franchement gênants.
hein. Et on voit bien le sens de ces va-et-vient qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire. Parce que dans la réalité, ce que j'essaie de montrer, et ce que d'ailleurs beaucoup d'auteurs ont montré avant moi de la même façon, c'est que une fois l'arrivée des Francs, alors raid, invasion, on peut discuter à l'infini. Au fond, on est ici dans l'ordre du point de vue. C'est parce que vous savez, où s'arrête le raid, où commence l'invasion, c'est un peu toujours difficile. Là encore, on est plutôt dans le point de vue. Bien. Le fait est que les Francs, après avoir pris le contrôle de l'ensemble de la Gaule, donc si vous voulez, en gros, entre le moment où Clovis se lance à l'assaut du nord de la Gaule et les années 530, où l'on récupère la quasi-totalité de ce qui manquait au sud, à l'exception de ce qu'on appelle la Septimanie, Narbonne, si vous voulez, qui va rester au royaume wisigoth, eh bien, la fusion entre les Gaulois et les Francs semble avoir été si parfaite qu'elle n'est pas un objet de débat dans nos sources, hein. Nos sources portent sur des débats entre Francs, des débats entre Francs, Burgondes, Visigoths, Alamans, mais curieusement, les Gaulois ne font pas tellement de bruit dans nos sources. Et ce que nous voyons à travers la mixité des mariages, la mixité des noms, c'est qu'a priori, cette fusion s'est faite assez pacifiquement une fois que ces soit raids, soit invasions, comme on voudra, se seront calmés. Est-ce que déjà les clichés finalement sur les Gaulois qui avaient été véhiculés à l'époque romaine perdurent? Non. Non. Parce que nous disons Gaulois pour nous faire comprendre, mais eux auraient dit Romains. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'ils voient arriver les Germains, parce que ce sont globalement des Germains, ils s'inquiètent un peu du traitement qui va leur être réservé. Et ils sont finalement assez étonnés de voir que lorsque, disons, les appétits de ces nouveaux conquérants sont enfin remplis, ils se conduisent très correctement vis-à-vis d'eux, cherchent à les ménager, même quand ils ne partagent pas la même foi, ce qui est le cas des Visigoths, ce qui est le cas des Francs, ce qui est le cas de façon un petit peu différente avec les Burgondes, puisqu'il y a plusieurs fois chez eux, même si elles sont toutes chrétiennes. Ces Germains, finalement, regardent ces Gaulois pas du tout comme des Gaulois, ils les regardent comme des Romains. Ces Gaulois sont ce qu'on appelle chez les Romains des togati, c'est-à-dire des porteurs de toges, n'est-ce pas? C'est une expression qui remonte aux environ, non, j'allais dire troisième, non, c'est même 1er siècle avant Jésus-Christ. On commence déjà à parler de Gaulois togati. On va en parler lorsque Auguste aura achevé de pacifier la partie occidentale de l'Empire, à peu près partout ailleurs, en Hispanie, dans le nord de la Gaule. Un des rares endroits où l'expression sera moins usitée sera la Bretagne romaine. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la première région d'Europe occidentale où la marque romaine disparaîtra. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Voilà. Mais au fond, c'est nous qui avons regardé rétrospectivement cette situation comme ayant supposément opposé deux corps supposément purs eux aussi, qui auraient été les Gaulois et les Francs, alors que dans cette affaire-là, tout le monde a comme point de mire Rome. Les Gaulois qui ne se regardent plus comme tels, et les Francs qui en fait admirent cet empire dont ils ont pris le contrôle, ce qui est le cas des Visigoths et ce qui est le cas des Burgondes d'ailleurs. Alors, est-ce que donc on perçoit dans le titre de votre ouvrage qu'il y a une volonté de détacher une continuité, de mettre en valeur une continuité entre l'époque mérovingienne et nos jours? Est-ce qu'il est aisé de trouver les traces de cet héritage? Alors, continuité, c'est un bien gros mot, c'est plutôt présence. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentes de l'époque mérovingienne autour de nous, mais qui sont tellement intégrées. Au fond, on revient un peu à ce que nous avons dit sur les Gaulois. Hein. La romanité est tellement intégrée en Gaule, qui se regardent comme des Romains. Eh bien, cet héritage
que nous ont laissé les Mérovingiens. Alors je dis les Mérovingiens, il faut s'entendre, je veux dire par là les temps mérovingiens, parce qu'en tant que tel, par exemple, un certain nombre d'auteurs dont je parle ne sont pas des Francs. Hein. Les peuples germains n'ont pas d'écriture, ils n'ont donc pas de littérature, sinon orale, je ne sais pas, c'est un peu paradoxal de parler de littérature orale, disons de tradition orale. Bon. Mais il y a énormément de choses qui sont présentes. Et elles sont vraiment très intégrées. La plus frappante, enfin, elle est tellement évidente que absolument plus personne n'y pense, c'est que nous habitons un pays qui s'appelle la France, jusqu'à preuve du contraire. Or, ce pays ne porte pas le nom des Gaulois, il ne porte pas le nom des Romains, il ne porte pas le nom des Visigoths, enfin, arrêtons là. Vous voyez bien, et tout, au fond, est de cet ordre-là. Vous voyez, nous sommes ici à Paris, et je suis très frappé de voir qu'il y a à la fois énormément d'éléments qui doivent des choses aux Francs, à commencer, là encore, les Parisiens le savent-ils, que leur ville est devenue capitale du fait d'une décision de Clovis. Elle ne l'avait jamais été avant, et de loin jamais. Bien. Elle a failli d'ailleurs disparaître dans les flots de l'histoire par la suite, et pourtant, voilà un roi qui dit eh bien, Paris sera ma capitale. Et c'est la première fois que cela arrive. Bien. Donc vous avez beaucoup de choses comme ça. Et lorsqu'on se promène dans les rues de Paris, eh bien, le drame des Mérovingiens, c'est que les traces archéologiques qu'ils ont laissées sont discrètes. Mais si vous regardez bien, par exemple, les noms des rues, hein, les noms des places, les noms des métros, il y a une station de métro qui s'appelle Tolbiac, n'est-ce pas ? Il y a une rue Clovis qui jouxte un lycée assez connu de Paris. Bien, sur une montagne Sainte-Geneviève, etc. Nous pourrions multiplier comme ça les exemples, mais ce sont des souvenirs devenus un peu vaporeux pour nos contemporains. Et mon souhait, au fond, en écrivant cet ouvrage, c'était de leur dire, écoutez, si vous voulez prendre un petit peu de temps, levez peut-être un peu la tête, regardez les plaques des rues, hein, ou au contraire la baisser, regardez les fondements de telle église, etc. Eh bien, vous verrez apparaître des choses qui vont vous ramener au 5e, 6e, 7e siècle, hein, oui. Et qui sont votre héritage. Alors justement, on va y revenir plus en détail, mais est-ce que le nom même de la dynastie mérovingienne, que vous allez pouvoir nous expliquer, contribue à forger un imaginaire qui contribue à créer finalement une mythologie sur laquelle s'appuient ensuite les rois mérovingiens pour fonder leur dynastie Alors, en parlant de mythologie, vous tapez juste parce que le problème de l'origine du qualificatif de mérovingien, c'est qu'il se réfère à un personnage qui suscite un peu comme la guerre de Troie, la constitution de deux camps, ceux qui disent, écoutez, mérovingien, bon, ça vient d'un certain Mérové, en fait, Mérovec, n'est-ce pas ? Vous avez remarqué que je préfère revenir aux noms, disons, les plus proches de ce qui était usité par les auteurs du temps, pour essayer de faire entendre certaines résonances, de faire comprendre certaines choses. Donc Mérovec, ce Mérovec, qui donne mérovingien. Je vous dis, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent, a priori, il a dû exister, et d'autres qui disent, ah non, il n'a certainement pas existé. Et donc, il y a quelque chose qui traîne au basque de mes mérovingiens, c'est qu'il y a toute une série de choses qui nous mettent dans la même situation. Alors, on va parler du baptême de Clovis, n'est-ce pas ? Alors, il a eu lieu à cette date-là, ou alors il a eu lieu à telle autre date ? Bon, le vase de Soissons, il a existé ou il n'a pas existé ? Enfin, vous voyez, tout cet imaginaire, bien, repose, pour une part, sur la façon dont on accepte d'utiliser les sources de l'époque. Car de fait, la première fois, par exemple, où nous voyons apparaître le qualificatif de mérovingien pour désigner cette dynastie, c'est dans le Liber Historia Francorum, le livre de l'histoire des Francs, qui est un ouvrage tardif, c'est 727 si je ne me trompe pas,
Et auparavant, on pourrait dire d'une certaine façon, si on était minimaliste, avant cette date-là, il n'y a pas de mérovingiens. Bon, mais vous savez, la chose, souvent en histoire, existe avant qu'elle soit nommée. Et c'est la même chose, vous voyez, par exemple, quand on parle des royaumes de cette époque, on parle de la Neustrie, de l'Austrasie, de la Burgondie. Ce sont là encore des termes qui ont mis beaucoup de temps à devenir usités. Mais les réalités qu'ils désignent, en fait, existent depuis longtemps. Et qu'est-ce que l'on peut dire pour conclure, sans se faire trop d'ennemis à propos de Mérovec, c'est que de toute façon, même s'il n'a pas existé, Clovis ne tombe pas du ciel. De toute façon, son père est très clairement attesté, Childéric, bien, et puis d'autres ascendants d'ailleurs, mais avec une grande part d'incertitude. Mais vous savez, au fond, quand Jules César et sa famille prétendent descendre de la déesse Vénus, ils prennent plus de risques finalement que les Mérovingiens. C'est une certitude. Ah oui, là. Est-ce qu'il l'a cru d'ailleurs? Vous parliez à l'instant des sources et vous citez abondamment les sources et c'est très agréable à la lecture de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous présenter finalement les meilleures sources sur lesquelles s'appuyer pour mieux connaître les Mérovingiens? Eh bien, en fait, je pars d'un point de vue qui peut être paradoxal. Je pense que toutes les sources sont bonnes. Moi, je suis un disciple intellectuel, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas eu comme professeur, d'Henri René Maroux, qui, dans un livre merveilleux sur la discipline historique, a un chapitre central qui est titré très clairement « L'histoire se fait avec des documents ». Il n'y a pas de mauvais documents en histoire. Il y a de mauvais interprétateurs des documents, mais tous les documents sont interprétables. Même par exemple quelqu'un qui écrit un faux ou qui ment volontairement dans un document est une source d'information. Cela nous rappelle, au cas où nous ne l'aurions pas su, qu'il y a des menteurs et qu'il y a des choses qui sont fausses. Bon, eh bien, l'art de l'historien, avec un petit peu d'habitude, c'est un peu comme l'enquêteur, un peu comme le journaliste, c'est d'apprendre finalement à repérer un certain nombre de biais dans les sources, mais à vrai dire, comme je le répète systématiquement à mes étudiants commençants, toutes les sources sont objectives et tous les auteurs sont subjectifs. Et donc, pourquoi ? Parce que les sources sont des objets et les auteurs sont des sujets. Et donc, si vous voulez, l'idée selon laquelle il y aurait des sources qui seraient en soi, de meilleure qualité que les autres, ne résiste pas à l'examen. Alors, ceci dit, on peut au moins présenter les plus grandes, mais il faut bien voir que y a une variété qui est en fait assez importante. Mais pour aller à l'essentiel et répondre le plus efficacement à votre attente, disons que, de toute évidence, il faut commencer par les Decem Libri Historiarum, les 10 livres d'histoire de Grégoire de Tours. Je veux dire, c'est un roman. Enfin, je veux dire, une fois qu'on l'a ouvert, on ne le referme pas. Il y a des histoires extraordinaires, d'autres abominables, d'autres extraordinairement surprenantes. Mais c'est un livre absolument passionnant, qui est extrêmement entraînant à lire. On ne s'ennuie vraiment absolument jamais. Alors après, vous avez des sources qui, du point de vue historique, doivent être prises avec plus de précaution. Donc la chronique du pseudo-Frédéguer, alors vous voyez, déjà on commence mal. Voilà, on l'appelle pseudo-Frédéguer parce qu'on l'a longtemps appelé Frédéguer, faute de savoir comment il s'appelait. Puis on a fini par se dire, mais d'où sort ce nom? On s'est aperçu qu'il sortait de nulle part. Donc maintenant on dit pseudo-Frédéguer ou la chronique tout court, pour ne pas faire trop pédant. Voilà. Et puis, vous avez le livre de l'histoire des Francs, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Bien. Mais vous avez tout un corpus de lettres très très important, des lettres d'évêques, des lettres de rois, des lettres de papes. C'est très important. On a, même si on a perdu beaucoup de choses, et des vies de saints. Et moi, j'ai travaillé à partir de ces vies de saints, précisément à partir de ce propos. C'est la vieille affaire très française. On a l'impression que la loi de séparation des églises et de l'État a eu un effet totalitaire au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que
tout serait censé être frappé par cette loi. Donc, c'est une vie de saint, donc c'est pas sérieux, vous voyez. C'est bon. Eh bien, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Pendant tout ce 19e siècle très rationaliste et début du 20e siècle, les vies de saints n'ont pas été utilisées. Au titre que, c'était des histoires religieuses. Mais en dehors du fait que même ces histoires religieuses ont des choses à nous dire, elles sont remplies d'informations factuelles qui ont, par exemple, ça a été une entreprise extraordinaire, suscité une enquête qu'on appelle la topographie chrétienne de la Gaule, qui est vraiment extraordinaire. Des auteurs se sont dit, les vies de saints ne sont pas utilisables au titre qu'elles sont des œuvres religieuses, mais elles parlent de tas de lieux. Allons voir ce qu'il en est. Et le résultat était spectaculaire parce qu'on a identifié un nombre considérable de monuments dont on ne savait pas trop ce qu'ils étaient, ni parfois où ils étaient, tout simplement parce qu'on nous dit qu'un saint s'y rend, qu'un autre y prononce un sermon, qu'un autre y dit la messe. Et le résultat a été une entreprise vraiment de très très grande qualité qui a permis de faire apparaître un véritable monde. Il y a un bestiaire aussi dans les vies de saints, avec des histoires extrêmement amusantes, parce que c'est M. Voisenet qui a fait ses travaux dessus. Il explique que, par exemple, l'ours est réputé avoir une vie sexuelle très très riche. Et donc, il faut être prudent en présence de l'ours. Et comme, si vous voulez, il a des appétits très très développés, eh bien, il est une forme d'expression du mal. Et donc, dès qu'il apparaît un ours dans une vie de saint, c'est au fond pour nous exprimer quelque chose d'un mal qui arrive. Donc, j'ai un saint, par exemple, qui est un brave moine, qui cultive des choux, et évidemment, qui vient manger les choux? Eh bien, un ours. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? Ce ne fut pas le serpent qui creva, comme dirait l'autre, mais mon saint a mené un combat, non pas contre un ours, mais contre le diable, voyez-vous. Et donc, il y a tout un imaginaire, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, qui apparaît à la lecture de ces documents et qui nous dit beaucoup de choses sur les mentalités de ses contemporains. Alors, vous, justement, vous parliez à l'instant des différents territoires que l'on peut mieux saisir à travers les vies de saints, les lieux qui ponctuent le territoire des Francs. Et est-ce que vous pourriez expliquer comment se crée finalement une forme d'unité entre les différentes régions qui sont peu à peu émaillées par la présence mérovingienne? Alors, d'ailleurs, on peut dire que ceci est commun à l'ensemble des Germains qui s'installent en Gaule, à l'exception curieuse des Alains, qui sont il y a un peuple qu'on appelle les Alains, qui est un peuple un petit peu énigmatique, qui apparaît de façon un peu ponctuelle, puis qui disparaît tout d'un coup de notre histoire, qui n'a pas laissé de grandes traces. Voilà. Les autres peuples présents sur notre territoire, donc les Francs au nord, les Burgondes, qui sont le long de la vallée du Saône la Saône et du Rhône, et les Visigoths, qui sont sur la façade aquitaine, ont tous les trois connu une histoire d'ailleurs parallèle et à peu près symétrique, qu'on peut résumer de la façon suivante. Ils arrivent, ils cassent 2-3 choses, ils brûlent 2-3 églises, ils violent quelques femmes, ils embrochent quelques enfants et ils rasent quelques villages. Mais une fois qu'ils se sont calmés, ils s'installent. Et un peu comme nous le savons très précisément pour Rollon plus tard en Normandie, ils ont très rapidement pris conscience que, a priori, les populations locales ne leur étaient pas en soi hostiles et qu'elles étaient tout à fait prêtes à trouver, je ne sais pas si on peut parler de consensus, mais disons un mode de vie commun, plus ou moins commun, qui fait que, en gros, les Germains ont pris le contrôle d'un certain nombre de zones, très rapidement ont cherché à s'appuyer sur ce qui restait des autorités locales, ecclésiastiques et laïques, et ont construit leur première assise ainsi. Dans un deuxième temps, l'unité, elle, s'est faite par la conquête. Eh bien, c'est tout simplement Clovis et ses successeurs qui vont sécuriser
la façade orientale où il y a un autre peuple qui a donné son nom à l'Allemagne plus tard, les Alamans, à Allmans, ça veut dire tous les hommes en fait. Très souvent, ces noms ont quelque chose à voir avec le fait que ce sont des hommes des vrais. C'est ça que ça veut dire au fond. Bien. Donc là, on sécurise la façade orientale. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On commence par descendre sur ce qu'on appelle le royaume de Soissons Agrius, disons royaume pour se faire comprendre. Bien. Là, on est sur on va jusqu'à la Loire. Et puis après, on commence à s'intéresser à la Burgondie de l'autre côté. Mais bon... on ne va pas trop loin, puisque ça aboutit entre-temps à un mariage entre le roi franc et une princesse burgonde, Cordechilde, Clotilde, si vous préférez, et donc Clodovec ou Clovis. Bien, donc là, on calme les choses pour un certain temps. Et puis, c'est la grande opération en Aquitaine. Ajoutez à ça que les fils de Clovis vont terminer ce que leur père avait fait. Et au bout du compte, les Francs vont prendre le contrôle de la Burgondie. Et ainsi, à part une toute petite bande à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, donc la Septimanie, certains disent la Gothie ou la Narbonnaise, en référence à l'origine romaine, eh bien, au bout du compte, quasiment l'ensemble de la Gaule, il y a la Bretagne aussi qui reste un peu à l'écart, qui est un peu compliqué l'histoire avec la Bretagne, est sous le contrôle des Francs. Et donc, au bout du compte, cela... va créer les conditions d'une unité possible. Alors, puisque nous avons commencé une promenade en France, dans votre ouvrage, vous nous offrez une promenade à Paris, avec les lunettes de l'historien qui voit les vestiges, justement, dans notre patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les principaux vestiges que vous évoquiez tout à l'heure ? Alors oui, mais le problème c'est que vous n'allez pas en voir grand-chose. Mais disons qu'il y a 33 édifices religieux qui ont été fondés à l'époque mérovingienne, dont les 2 cathédrales, parce qu'il se trouve qu'il y avait 2 cathédrales, Saint-Étienne et Notre-Dame. Donc en gros, si vous voulez, Notre-Dame qui est sur l'emplacement de l'actuelle Notre-Dame, et Saint-Étienne qui était en face. Donc c'était des cathédrales doubles, n'est-ce pas ? Bien, mais des tas d'autres édifices religieux vont être fondés à l'époque, chapelle, oratoire. Sainte-Geneviève va honorer la mémoire de Saint-Denis, qui est réputé être le premier évêque fondateur du diocèse de Paris. Bon, pour le reste, les mérovingiens vont surtout réemployer et donner une nouvelle vie à de nombreux monuments qui sont hérités des Romains. Voilà. Des nécropoles, bien. Le prétorium, qui va devenir le palais mérovingien, bien. Les thermes, les arènes, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, ça ponctue disons le substrat parisien, auquel les mérovingiens ne touchent pas profondément. Donc ce qu'on appelle le cardo et le decumanus, c'est-à-dire, si vous voulez, les lignes fondatrices du carroyage, du quadrillage de la ville de Paris, eh bien, est hérité de l'époque romaine. Et globalement, les mérovingiens vont s'installer dans ce substrat auquel ils ne changeront rien. Ce qui fait que, et vous voyez, le problème de la modestie des traces qui restent à Paris, c'est que les mérovingiens n'ont pas, d'abord parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais n'ont pas, comme les Romains, construit un espace monumental qui a pu résister au temps. En dehors des églises, mais il se trouve que les églises ont été, avec le temps, le christianisme s'étant installé durablement et triomphalement dans nos régions, la plupart des églises ont été agrandies, complètement transformées. Voilà. Et si vous voulez, il faut avoir un œil d'archéologue, en fait, pour retrouver les traces de cela. Pensez, par exemple, pour vous dire, et ça fait partie des charmes de l'époque mérovingienne, c'est qu'il nous laisse à peu près autant de questions qu'il nous apporte de réponses. Pensez que nous savons où est enterré Clovis. Bien. Nous savons où est enterrée son épouse, à ses côtés.
Des fouilles ont été effectuées sous le Premier Empire, un peu rapidement, à l'emplacement supposé, et on n'a rien trouvé. Dans un premier temps, on a trouvé deux beaux sarcophages, on s'est dit, ça y est, c'est ça. Et puis, en fait, ce sont des sarcophages du 7e siècle, donc ce ne sont pas eux. Le sarcophage de Clovis et de Clotilde dort encore quelque part entre le Panthéon et la rue Clovis. Vous voyez, donc si vous avez des envies de célébrité, vous cherchez un bon crédit, une autorisation de la maire de Paris, quelques pioches, et puis vous essayez. Il y a encore des choses à trouver. Alors, vous parliez tout à l'heure des récupérations qui ont pu être faites sous la Troisième République, des symboles mérovingiens. Alors, quels objets qui étaient utilisés par les mérovingiens ont fait l'objet d'une récupération dans l'histoire? Alors, objet, il faut s'entendre. C'est plutôt des... Il y a bien un objet auquel je pense, mais il n'a rien à voir avec la Troisième République. La Troisième République, elle va faire ses choux de l'histoire du vase de Soissons, n'est-ce pas? Et je raconte une petite blague que mon instituteur me racontait déjà à l'époque, qui était la blague classique sur le vase de Soissons d'un pauvre garçon auquel un professeur d'histoire, son instituteur, demande qui l'a cassé, et le pauvre enfant, ne connaissant pas sa leçon, se dit, c'est pas moi, monsieur. Enfin, vous voyez, c'est pas très sérieux. En fait, la première récupération, c'est Bonaparte qui l'a fait. Bonaparte a un petit souci, il en a plusieurs d'ailleurs. Au moment où il prend le pouvoir, il est tout à fait décidé à prendre le pouvoir, et en fait, un peu comme Auguste quelques siècles avant, il voudrait qu'on ait l'impression qu'au fond, il n'y a rien de changé fondamentalement. C'est-à-dire qu'on est dans le changement dans la continuité, quoi. Bon, il y a bien un empereur, mais c'est toujours la République. D'ailleurs, si vous prenez l'article 1er de la Constitution de l'an 12, c'est la France est une république qui a pour chef un empereur, ce qui est un peu curieux, mais c'est comme ça c'est du Bonaparte. Et il a le même souci pour la façon d'imager son pouvoir. Comment va-t-il l'imager ? Un pouvoir, ça a besoin de symboles, encore de nos jours. Le moindre conseil général se fait faire un logo. Et lui se dit, il me faut quelque chose. Alors, il va aboutir à l'aigle impérial, ça c'est pour les soldats, c'est très bien. Mais pour le sacre, bon, un manteau d'aigle, ça fait peut-être un peu présomptueux ou peut-être un peu curieux. On avait pensé à toutes sortes de choses. Et on va se rappeler tout d'un coup qu'au XVIIe siècle, on avait découvert la tombe du père de Clovis, Childéric, à Tournai, en faisant non pas des fouilles, mais en préparant l'agrandissement des bâtiments. Et l'empereur du Saint-Empire à l'époque, celui précisément que Napoléon allait détruire, le Saint-Empire, pas l'empereur. Et cet empereur, pour remercier le jeune Louis XIV d'avoir soutenu l'Empire contre l'assaut des Ottomans, va lui offrir le contenu de la tombe de Childéric. Et dans cette tombe, il y a des bijoux énigmatiques qui sont vraisemblablement des émails qui ont été conçus à Byzance, ont finalement été interprétés comme des abeilles. Et dans l'entourage de l'empereur, vous avez un conservateur, des joailliers, quelques conseillers, qui un jour arrivent avec ce projet et disent, bah voilà, on a trouvé la solution, l'abeille. Alors, pourquoi l'abeille ? Parce que l'abeille est industrieuse, l'abeille ne fait pas de mal, l'abeille fait du miel. Bon, il y a un petit souci, c'est que dans la tradition antique, on insiste beaucoup sur le fait que la ruche est gouvernée, alors on dit d'ailleurs par un roi. Virgile parle d'un roi et pas d'une reine. Bon, on gomme un peu cette affaire-là, va pour les abeilles, c'est industrieux, ça fait du miel, ça fait pas de mal, et on en fait le second symbole de cette nouvelle monarchie qui ne se dit pas. Ça, on est ici dans la première récupération. L'autre est un peu moins sympathique, il faut bien le dire, eh bien, c'est le maréchal Pétain. Maréchal Pétain, qui lui a un souci qui nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure à propos du débat à distance entre Boulainvilliers
et la BCIS, il cherche un moyen d'exprimer son projet dit de révolution nationale. Alors, qu'est-ce que c'est ? La révolution nationale, c'est mettre fin à la révolution d'avant, c'est-à-dire la révolution de 1789, la révolution avec un grand T. Il faut fermer cet espace qui a détruit la France, qui l'a amené là où elle est, et il faut retrouver un moyen de réunir l'ensemble des Français. Alors en soi, si Lodi Maréchal s'était arrêté à ce projet, ça aurait été un beau projet. Chacun sait comment ça s'est terminé. Bien. Et alors là, il cherche quelque chose pour exprimer cela. Et il va inventer, c'est certainement pas lui qui l'a fait, là encore dans son entourage, là, Francisque Gallic. Et vous voyez le sens. Les Francs et les Gaulois, ça y est, on est réconciliés. Autour évidemment d'un beau bâton de maréchal, pour que tout le monde comprenne ce dont il s'agit, et qui d'ailleurs sera remis après un serment au maréchal Pétain. Donc vous voyez, chacun bricole avec les Francs, de façon plus ou moins bien inspirée, il faut bien le dire, ce qu'il veut bien récupérer, de la même façon que certains dessinateurs de bandes dessinées bien connus ont récupéré ce qu'ils ont voulu des Gaulois pour nous inventer de personnages sympathiques. Et c'est un peu ce qui arrive à nos Francs. C'est une des motivations de l'ouvrage en disant, bon, écoutez, c'est fort sympathique, ces bandes dessinées, et certaines récupérations, mais sachez qu'il y a des choses tout à fait sérieuses que vous pouvez tout autant récupérer, auxquelles vous pouvez vous intéresser et qui ont un caractère un peu plus historique, on va dire. Oui, et justement, c'est intéressant parce qu'on peut faire le lien avec le baptême de Clovis, avec bien sûr tout un débat autour des origines du christianisme en France et des liens entre la construction de l'État et le christianisme. Et finalement, comment est-ce qu'on positionne la naissance du christianisme en France et comment en politique on récupère cet événement. Exactement, l'affaire du baptême de Clovis, c'est pas la naissance du christianisme. D'abord, le christianisme naît avec le Christ, évidemment. Il ne naît pas non plus à ce moment-là en Gaule. Vous savez que au IIe siècle, il y a la grande affaire des martyrs de Lyon. Et d'ailleurs, notre Grégoire de Tours, auquel nous avons fait allusion tout à l'heure, se fait gloire de descendre d'une des familles de ces martyrs. Il s'agit en fait du triomphe du catholicisme. Vous voyez ? Et c'est une distinction assez importante parce qu'il se trouve qu'en fait, les peuples germains qui sont installés en Gaule sont tous chrétiens. Les armoricains, car nous avons dit bretons, j'ai fait une petite crasse tout à l'heure, les Bretons commencent à arriver depuis la Bretagne romaine, et c'est pour cela qu'on parle de Bretagne actuellement, mais les populations locales sont les armoricains, ils vont fusionner, là encore, on parle de brito-armoricains, voilà. Tout ce monde-là est chrétien. Mais il y a deux grandes orientations à ce moment-là qui se font une quasi-guerre, en tout cas ecclésiologique. D'un côté, ceux qui reconnaissent la parfaite égalité entre les personnes de la Trinité, ce que nous appelons les catholiques. Ce qui, une première fois, est établi lors du concile de Nicée. Et de l'autre côté, des chrétiens qui ont suivi un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Arius, d'où arien, mais à ne pas confondre avec d'autres ariens encore moins bien inspirés. C'est au récupérateur d'Ariens, plus exactement. Cet Arius, lui, trouve impensable cette idée d'une parfaite égalité substantielle, comme disent les catholiques. Il estime qu'il y a une subordination, que le fils est bien un fils, qu'il est le fils d'un père, et il va développer une autre vision du christianisme auquel on va donner le nom d'arianisme. Alors, à vrai dire, arien est plutôt une insulte dont usent beaucoup les catholiques, les intéressés se disant plutôt homéens, vient d'un mot grec qui veut dire semblable, n'est-ce pas ? Il est semblable au Père, mais il n'est pas exactement comme le Père, donc c'est subtil, c'est oriental, si vous voulez. Et les catholiques, eux, affirment
la parfaite unité des trois personnes en un seul Dieu. Or, ceci génère des visions de la société et de l'organisation politique qui sont assez différentes. Vous voyez bien qu'au fond, la vision catholique est une vision de communion qui est déjà dans la nature même de Dieu, alors que la vision arienne est une vision de subordination. Et donc, si vous transposez ça dans le domaine politique, eh bien, vous voyez ce que ça donne. Ça donne au roi arien une référence idéale qui n'est pas du tout celle des rois catholiques. Or, il se trouve que le baptême dans lequel Clovis est baptisé, c'est le baptême catholique. Et comme il va mettre la main sur la totalité du royaume, il va assurer le succès total du catholicisme dans cette zone qui, par ailleurs, va aussi être adoptée par les rois wisigoths qui sont repliés en Hispanie. Les Ariens présents dans la péninsule ibérique étant balayés, et les Bretons qui, eux, sont tombés dans une autre hérésie, qui est une hérésie, disons, de la sainteté gagnée par un effort personnel, qu'on appelle le pélagianisme, vont être balayés plus tard. Et donc, ce baptême a une importance pour comprendre ce qui a permis ce succès du catholicisme, et qui aboutit à cette idée, vous savez, plus tard, de France, fille aînée de l'Église, qui est donc réactivée lors de la venue du pape Jean-Paul II pour célébrer, sur initiative de François Mitterrand, donc tout ceci est très compliqué, ça reste très, très mérovingien, quoi, voilà, qui est célébré en 1996. On retrouve cette référence, et d'ailleurs on retrouve un joli débat entre des gens qui disent « mais c'est n'importe quoi », d'autres qui disent « c'est très très important », voilà. Ce qui fait qu'on n'en a pas fini avec les mérovingiens. Alors, on connaît le rôle de Clotilde dans la conversion de Clovis. Et plus généralement, quelle est la place des femmes? Quel est le modèle féminin dans la société mérovingienne? Alors, c'est Grégoire de Tours qui va beaucoup insister, il ne sera pas le seul d'ailleurs, sur le rôle que Clotilde aurait joué. Certains historiens contemporains ont tendance à modérer notre enthousiasme en disant finalement qu'est-ce qu'on sait vraiment de ça. Moi je vois pas de raison particulière d'en douter, parce que si vous voulez on ne se fait pas le catéchisme à soi-même, donc si vous voulez, si on supprime Saint Rémy en disant là aussi on voit pas tellement sa trace, alors si c'est pas Saint Rémy, si c'est pas Sainte Clotilde, faut-il croire qu'il a eu une infusion de l'Esprit Saint? Enfin c'est un peu compliqué. Il me paraît quand même plus simple d'imaginer que sa femme étant catholique, elle ait épousé Clovis avant son baptême, parce que là aussi il y a tout un débat en fonction de l'endroit où on le place, et elle a dû lui en parler. D'ailleurs, nous avons ce qui pour moi est une preuve formelle. Alors je sais bien que le texte est écrit plus tard, mais justement moi qui suis antiquisant, moi, si vous voulez, j'envie beaucoup mes collègues médiévistes. Ils ont énormément de sources. Bon, ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de sources à l'époque mérovingienne, mais moi, antiquisant, si vous voulez, si j'avais le dixième de ce qu'ils ont pour le 11e ou 12e siècle, je serais très content. Donc si vous voulez, quand j'ai un texte, j'essaie de le prendre au sérieux. Et que nous dit Grégoire de Tours dans le récit de cette bataille à l'issue de laquelle Clovis a fait la promesse de se faire baptiser? Il voit qu'il est en train de perdre cette bataille, la bataille de Tolbiac. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle a eu lieu. 496 pour les uns, 506 pour les autres, 496 et 506 pour d'autres. Bien, voilà. Il dit, Clotilde... Jésus-Christ, que Clotilde dit être Dieu. Bien. Je remarque ceci. Il est fort peu probable que Grégoire de Tours ait inventé cette supplication de Clovis, parce qu'il se trouve qu'elle est parfaitement païenne. Et il faudrait inventer un Grégoire de Tours véritablement retors pour se dire, tiens,
Je sais comment les païens s'adressent à leur Dieu, ce qu'ils ne savent vraisemblablement pas, ou vraisemblablement plus, compte tenu précisément de la date à laquelle il écrit, et je vais m'amuser à reforger un dialogue qui paraîtra vrai. Si vous voulez, là, on est dans des méthodes d'écriture et de construction des récits qu'on trouvera, je le veux bien, au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, mais dont on trouve rarement la trace dans les sources de notre époque. Pour moi, c'est clair. En fait, cette tradition a dû parvenir jusqu'à Grégoire de Tours. Ça n'a absolument bien rien d'étonnant. Elle est bien une formulation païenne. Pourquoi ? Parce que dans la conception païenne, le rapport avec les dieux est contractuel. Je veux dire par là, ça peut paraître incroyable, mais lorsque Clovis se convertit au catholicisme, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il croirait que ces dieux d'avant n'auraient pas existé. Ce qu'il dit très clairement à travers le témoignage de Grégoire de Tours, c'est qu'il prend acte que ces dieux l'ont délaissé ou ne sont plus aussi forts qu'il le disait, voire pire, sont peut-être passés dans le camp de l'ennemi parce que ces choses existent. Nous en avons de nombreuses traces à l'époque antique. Et donc, il dit, puisque c'est comme ça, puisque je n'expérimente plus votre force, eh bien, je vais essayer la force d'un autre Dieu. Et ceci fait de lui un païen. Et c'est le fameux do ou des, n'est-ce pas ? Je donne parce que tu me donnes. Vous voyez le côté contractuel. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. On en a une traduction absolument extraordinaire à l'époque antique. C'est au moment d'une guerre samnite. Je ne peux pas être plus précis parce que je risquerais de me tromper. C'est vraisemblablement la seconde, mais il suffira que j'ai dit ça pour qu'on me prouve immédiatement que en fait, c'était la première ou la troisième. Mais revenons, l'histoire est intéressante en elle-même. Un général romain, avant de partir, promet, s'il remporte une victoire, de faire construire un temple à un dieu. Et il commence à faire construire le temple. Bien. Il est battu. Il revient. Que fait-il ? Il fait démonter le temple. En disant, voilà, tu n'as pas respecté les termes du contrat, je ne respecte pas le mien. Et voilà, on n'est pas... Voilà, on peut continuer à avoir des rapports comme on veut. Et c'est exactement la perspective dans laquelle se situe Clovis. Et il y a un tel accent de vérité dans cette supplication que je ne peux pas croire que Grégoire de Tours, même s'il a pu la reformuler et dans le détail, l'ait inventée. Je crois qu'il témoigne assez fidèlement de ce qui s'est passé à ce moment-là. Eh bien, merci Michel Fauquier d'être venu au micro de Storia Voce. Et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous.